Ça toujours très bien. Oui, ben, c'est notre dernière conférence de ce cycle 2022 qui était consacrée aux guerres technologiques et aux rivalités géopolitiques. Et j'ai craint toute la semaine de ne pas pouvoir être là pour tenir cette conférence finale, conclusive. Et finalement, c'est Timo Pessonen qui n'a, parce que j'étais malade, et finalement, sortant de maladie, c'est Timo Pessonen qui m'a appelé ce week-end pour me dire qu'il ne pourrait pas être là. Mais je voulais évidemment beaucoup remercier Monsieur Alain Alexis qui a accepté de reprendre au pied levé cette conférence. D'abord en lui demandant de transmettre à Timo Pessonen tous nos voeux de prompt rétablissement, à un moment qui est particulièrement engagé et difficile, vous l'imaginez bien, pour cette nouvelle direction. Alors, de toutes les façons, il ne pouvait pas y avoir, je dirais, de meilleurs conférenciers ce soir, parce que Alain Alexis a été à l'origine de la création du projet de cette direction, de même qu'à l'origine des réflexions qui ont conduit à la création du Fonds européen de défense. Au sein de cette direction, il assiste à la fois M. Pessonen, et il est en même temps un des coordonnateurs de cette direction générale qui comprend d'autres directions, de multiples services. Cette direction, vous le savez, elle a été créée par la nouvelle commission à la suite des propositions qui avaient été faites par le rapport Juncker, notamment de développer au sein de l'Union européenne et plus particulièrement s'agissant des questions industrielles de défense au sein des services de la Commission, des organes qui permettent de porter plus généralement les problématiques de défense et de technologie. C'est ce qui a été fait avec la création de cette direction générale pour l'industrie de défense, de l'espace, la DEFIS, la DG DEFIS, au sein de la Commission. Et il était évidemment normal, logique que l'on fasse appel à Timo Pessonen et à Alain Alexis pour traiter, étant donné le thème de notre conférence, des compétences, des responsabilités, des activités de cette direction nouvelle. Alors, Monsieur Alain Alexis a eu d'abord le mérite de commencer ses études ici. Ce qui est, je veux dire, à la Sorbonne, à Paris 1. Donc on est heureux qu'il retrouve de longues années plus tard ces lieux où il a été lui-même instruit. Et ça, je le dis pour les étudiants notamment de master qui voient que les carrières se font en France, elles se font à l'étranger, elles se font bien évidemment pour eux aussi en passant les concours ou par d'autres moyens d'intégration, mais en passant les concours au sein de la Commission européenne. Il a été ensuite longtemps en charge des problèmes de la concurrence, soit au bureau de Paris, soit à la direction générale et de la Commission européenne pendant pratiquement 20 ans de sa carrière. Et je l'ai dit, il a été la cheville ouvrière à la suite des préconisations qui ont été portées par le rapport Juncker, que j'évoquais aussi. Vous vous souvenez qu'on avait reçu il y a 2 ans M. Barnier, qui avait été aussi à l'origine de toute cette réflexion. Et il avait d'ailleurs, sur ce cycle de conférences consacré à l'Europe en 2019, il avait d'ailleurs été lui aussi porteur de ces évolutions qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Monsieur Alexis va traiter de la résilience de l'Europe face au retour de la puissance. Ils avaient choisi ce titre, Monsieur Pessonen et lui, pour cette conférence. Je salue aussi Guillaume Delabrosse, que vous connaissez tous, qui a été très associé aux travaux de l'ACHR, et je lui adresse aussi des vœux de prompt rétablissement. Ça a vraiment été un week-end fatidique. Il a eu un accident de vélo, il s'est cassé les 2 bras, mais il va mieux, je l'ai eu au téléphone. Voilà, il a été opéré. Oui, c'était... Je ne vais pas dire que c'est un miracle si la conférence se tient ce soir, mais en tout cas, vous savez, le poids qui repose désormais sur vos épaules pour la finir jusqu'au bout. Donc on salue évidemment Guillaume. Et quand on avait réfléchi donc à cette, il y a maintenant de longs mois, au titre de la conférence, la résilience de l'Europe face au retour de la puissance, c'est vrai que on voyait bien la pression de la Russie, mais on n'était pas dans une situation où une guerre avait éclaté, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la première guerre interétatique depuis 1945. Si on laisse de côté les coups de Prague et les Budapest, l'invasion de Chypre, je dis bien conflit interétatique en Europe. En tout cas, forcément, le premier conflit interétatique
après 91, le reste étant des guerres civiles. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de souligner lors de ma conférence il y a une quinzaine de jours, beaucoup d'illusions, peut-être, mais surtout de repères qui s'effondrent, avec la nécessité pour l'Europe de jouer son rôle d'acteur stratégique et évidemment d'être suffisamment dimensionné pour être un acteur militaire et un acteur dans le domaine de la défense, avec des enjeux qui peuvent être des enjeux opérationnels. La boussole stratégique vient d'être adoptée, qui prévoit la mise en œuvre de forces de réaction rapide, mais aussi tout un volet industriel considérable, sans lequel il n'y a pas de maîtrise des approvisionnements technologiques, il n'y a pas de possibilité pour l'Europe de jouer au plan technologique dans la cour des grands et d'assurer l'ensemble de ses approvisionnements militaires. Donc là encore, une conférence qui est particulièrement attendue et qui se trouve, vu les circonstances tragiques, et je le répète à chaque fois depuis le 24 février, nos pensées vont évidemment d'abord vers la population ukrainienne et vers leurs dirigeants qui sont aujourd'hui soumis à cette terrible épreuve et à ce conflit. Monsieur Alain Alexis, je ne vais pas vous répéter publiquement toutes les règles que vous connaissez et le public connaît par cœur, donc je vous laisse la parole pendant le temps qui conviendra, dans l'heure qui suit, et puis ensuite on procédera à un échange, à un débat avec la salle. Je vous remercie encore vraiment beaucoup d'avoir accepté de prendre au pied levé cette conférence. Bon, écoute, monsieur le professeur, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation de ce jour. En vous remerciant, il ne s'agit pas simplement d'une formule de politesse. Donc, vous savez, quand on a passé 20 ans à la concurrence, on n'est plus poli. On est efficace. Les autres l'ont guère été avec vous, j'imagine, pendant longtemps. Voilà, non. Je pense que c'est plus sérieusement, je pense qu'effectivement, on ne peut pas trouver meilleur moment pour ce thème, malheureusement, en quelque sorte. Puisque, comme vous l'avez rappelé, nous vivons une situation qui est quand même tout à fait inédite. Je pense que c'est la première fois depuis les années 40 que nous vivons une situation de guerre en Europe, sur les frontières de l'Europe. Effectivement, ce n'est pas dans les États membres, mais c'est une situation de guerre en Europe. Nous avons vécu pendant très longtemps une certitude dans laquelle la guerre s'était finie. Nous avons fait preuve, ou beaucoup de personnes ont fait preuve d'une naïveté extrêmement étendue, considérant que tout ceci relevait du passé. Et comme vous l'avez rappelé, quand j'étais encore avec des cheveux noirs, j'étais étudiant dans cette maison. Et quand on était étudiant dans cette maison dans les années 70, la guerre en Europe paraissait quand même un peu impossible. Et puis, la réalité nous a rattrapés et nous avons une situation de guerre en Europe. Alors, je pense que vous l'avez rappelé également, le président Juncker, il y a maintenant plus de 5 ans, a fait preuve d'une clairvoyance extraordinaire. Quand nous avons lancé les initiatives il y a plus de 5 ans au sein de la Commission, en indiquant nous devons agir en matière de défense, même si nous avons agi surtout en matière d'industrie de la défense, quand même un peu en matière de défense, il y avait beaucoup de réticences, y compris à l'intérieur de la Commission. Mais pourquoi vous mettez des ressources sur ces histoires? Il n'y a plus de problème. Heureusement, nous avions un président de la Commission qui avait une vision et qui nous a dit non, il faut y aller. Les choses ne sont pas faites, nous devons investir en industrie de la défense. Nous voyons aujourd'hui les résultats, et si effectivement il n'y avait pas eu cette clairvoyance, aujourd'hui nous serions quand même en grande partie nus face au conflit que nous connaissons. Qu'est-ce qui va se passer demain? Donc effectivement, personne ne le sait. Comme vous savez, un certain nombre de commentateurs ont indiqué la crise de l'Ukraine est un peu le 11 septembre européen. Peut-être que la comparaison est exagérée. Néanmoins, je pense qu'il y a un élément de vrai, en ce sens que cette crise, ainsi que d'autres crises antérieures, j'y reviendrai, ont complètement transformé la perception de beaucoup des citoyens européens.
je pense que la crise a entraîné une prise de conscience sur le fait que la paix, ce n'est pas acquis. Une prise de conscience sur le fait que des capacités en matière de défense, c'est nécessaire. Vous vous souvenez que le premier élément dans ce sens remonte à maintenant il y a plus de 3 ans, avec les attaques terroristes dans plusieurs capitales européennes. Là également, suite aux attaques terroristes, nos citoyens ont compris que la guerre, ce n'est pas un concept dans les pays éloignés. La guerre peut avoir lieu dans les rues de Paris, dans les rues de Bruxelles ou dans les rues de Londres. C'était le premier signal de prise de conscience. Le deuxième signal de prise de conscience, c'était la crise du Covid. Alors, effectivement, ce n'était pas une guerre contre la maladie, mais la crise du Covid a entraîné également une prise de conscience extraordinaire sur la notion de dépendance et d'autonomie stratégique. Les citoyens ont découvert du jour au lendemain qu'un produit aussi banal que le masque, finalement, nous sommes dépendants de l'extérieur. Et qu'effectivement, si on veut des masques, si on est dépendant, ça prend du temps, il faut construire des capacités. Ces 3 éléments, à mon avis, vont dans le même sens. Prise de conscience d'autonomie stratégique et nécessité d'action. Alors, si on regarde plus particulièrement l'Ukraine, je pense que ce qui s'est passé au niveau européen est également exceptionnel. La réaction de l'Union européenne a été extraordinaire et tout à fait inattendue. Très vite, les mesures ont été en place. Nous avons brisé un tabou, je ne dirais pas un tabou millénaire, mais un tabou qui remonte à la construction de l'Union européenne, en acceptant pour la première fois de livrer des armes à l'Ukraine, financées non pas par le budget communautaire, effectivement par la facilité européenne conjointe qui n'est pas du budget communautaire. Néanmoins, l'Union européenne a accepté pour la première fois de financer des capacités militaires attribuées et octroyées à l'Ukraine. Là, c'est une révolution copernicienne. Et en fait, ceci n'a entraîné aucun débat interne, qui est d'autant plus surprenant. En quelques semaines, nous sommes également arrivés à accueillir plus de 2 millions de réfugiés en fournissant les moyens, et nous allons continuer. Donc, ce qui signifie que dans des cas de crise, nous faisons preuve d'une résilience extraordinaire. Nous sommes capables de réagir extrêmement rapidement et de façon extrêmement efficace. Est-ce que ça veut dire que ça suffit? La réponse, évidemment, non. Nous savons qu'il y a des éléments, des challenges qui sont devant nous, auxquels nous devons répondre. Ce que je voudrais assez rapidement, c'est discuter avec vous 3 thèmes essentiels. Dans un premier temps, je reviendrai sur les principaux enjeux que nous voyons sur les 20 prochaines années, les principaux enjeux tels que nous pouvons effectivement les identifier à ce jour. Dans une deuxième étape, je présenterai l'état d'avancement des travaux que nous avons lancés au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de la sécurité et de l'espace. Et finalement, dans une troisième partie, j'expliquerai ce que nous envisageons de faire, en particulier suite à la dernière réunion des chefs d'État à Versailles. Alors, tout d'abord, dans une première partie, permettez-moi de commencer sur notre vision du monde, en quelque sorte. C'est un peu présomptueux, mais quels sont les principaux problèmes que nous pouvons identifier? Alors, à court terme, évidemment, l'élément fondamental, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'agression russe. Donc, à court terme, nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour mettre fin à l'agression de la Russie. Tous les moyens, ça signifie économiques, financiers, politiques, mais également, j'indiquais tout à l'heure, les moyens militaires. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous devons soutenir l'Ukraine en mobilisant, là encore, tous les moyens à notre disposition, ce que nous avons fait depuis le début et ce que nous allons continuer à faire. Alors, évidemment, il s'agit d'une réaction aux événements que nous connaissons. En même temps, nous devons lancer la réflexion sur les actions à moyen et à long terme.
Quand on lance des actions à plus ou moins terme, le premier élément, c'est l'analyse. Effectivement, nous vivons une situation de guerre. Il est évident que la période de paix que nous avons connue n'est probablement pas définitivement terminée, mais il est clair que le retour à une situation normale demandera du temps. Même si la guerre en Ukraine se termine dans quelques mois, le retour à des relations normales avec la Russie prendra probablement des années. À ce stade, évidemment, nous sommes incapables de dire quand, comment et combien de temps. Alors, comme vous le savez, nos chefs d'État et de gouvernement ont fait le point de la situation lors de la réunion de Versailles. Une déclaration extrêmement importante a été adoptée par les chefs d'État. L'orientation qui a été définie est extrêmement claire. L'orientation, la voie à suivre, nous devons accroître les investissements dans la défense, nous devons travailler sur l'autonomie stratégique, y compris en matière énergétique, nous devons développer des technologies de pointe. En d'autres mots, nous devons développer notre résilience et notre autonomie stratégique. Le mandat des chefs d'État et de gouvernement à ce niveau est extrêmement ferme. Alors évidemment, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des dépendances stratégiques sans préparation. Nous devons travailler en ce sens. Et la première démarche à développer, c'est évidemment la prospection stratégique. Comme vous savez, la prospection stratégique revêt une importance extraordinaire dans le développement de notre politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Mme von der Leyen, lors de la mise en place de la nouvelle commission, a décidé de demander à un vice-président de la commission d'être responsable non seulement sur les relations interinstitutionnelles, mais également sur la prospective. Chaque année, nous publions un rapport que vous connaissez certainement, un rapport qui illustre assez bien les défis auxquels nous sommes confrontés, défis qui sont sérieux. Néanmoins, comme vous savez, la prospective ne nous dit pas comment le monde doit être, la prospective nous dit comment le monde est, et en particulier comment le monde est en l'absence d'action. Ce qui signifie que nous ne devons pas nous limiter à l'analyse de la prospection, nous devons utiliser ceci comme tremplin d'action, ce que nous souhaitons faire. C'est un appel à l'action. Sur les principaux enjeux, très rapidement, dans le temps que nous avons, bon, premièrement, effectivement, il est clair que nous pouvons qualifier que nous vivons dans un monde qui est beaucoup moins libre qu'il était il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, un monde moins libre? Depuis plusieurs décennies, nous avons vu l'émergence de dictatures au niveau mondial, le développement d'autocraties dans un certain nombre de pays tiers. Et comme vous le savez, autocratie, généralement, peu synonyme de respect des droits de l'homme. Et les autocraties sont généralement le fervent d'un monde beaucoup plus conflictuel. Deuxièmement, la situation économique internationale a beaucoup évolué. Et les rapports de force économiques ont également évolué rapidement au cours des dernières décennies. Quelques chiffres, sans rentrer dans des données très, très détaillées, mais au cours des dernières 20 ou 40 années, nous avions 4 économies européennes parmi les 8 économies européennes les plus importantes au niveau mondial. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Nous avions 4 économies européennes parmi les 8. Si on regarde la prospection d'ici 2050, seule l'Allemagne sera dans le groupe des 8. Alors, la puissance économique n'est pas le seul élément, mais la puissance économique est quand même un élément fondamental au niveau international. Et la puissance économique également conditionne les capacités d'investissement dans l'économie, mais également dans la sécurité, dans l'espace et dans la défense. Sans rentrer dans les détails, nous connaissons l'importance des investissements développés par la Chine, non seulement au niveau économique, mais également spatial. Et il est clair que d'ici 20 ans, la place de la Chine au niveau mondial sera extrêmement forte
et de nature à créer des difficultés à l'Union européenne. Troisièmement, les activités numériques. Tout ce qu'on peut regrouper sur les activités numériques sont évidemment de plus en plus importantes au niveau mondial. Comme vous le savez, certaines entreprises privées réalisent des chiffres d'affaires supérieurs au PIB de certains États membres. En soi, ce n'est pas un problème, ça révèle une activité économique. Néanmoins, en termes politiques, c'est de nature à soulever des interrogations. D'autre part, nous ne pouvons pas nous permettre d'être absents de ces activités. Si nous voulons continuer à exister, nous devons être présents. Un domaine particulièrement sensible, c'est celui, évidemment, des semi-conducteurs. Comme vous le savez, le commissaire Breton a œuvré énormément et continue à œuvrer pour la mise en place d'un plan européen pour développer les semi-conducteurs. Sans ces semi-conducteurs, une bonne partie de l'économie européenne sera pénalisée. Donc, l'ensemble de ces éléments, si on prend en compte également le vieillissement de la population européenne, un ralentissement de la croissance économique, donc un contexte mondial de plus en plus instable, les challenges qui sont devant nous sont, pour le moins, particulièrement sérieux. Alors, si on regarde de façon un peu plus approfondie les challenges qui sont devant nous. Premier élément, l'énergie. Alors effectivement, c'est un domaine qui, au cours des dernières années, avait été laissé un petit peu de côté. On considérait que la situation en matière d'énergie était acquise. Il n'y avait pas de problème. Tout le monde avait ses contrats d'approvisionnement à long terme. Certains États membres avaient signé des contrats d'approvisionnement de 50 ans avec la Russie. Tout allait bien. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la situation est un peu plus complexe. Évidemment, la situation est très différente selon les États membres, en compte tenu notamment des choix stratégiques qui ont été faits il y a 30 ans. Mais pour certains États membres, 90% de l'énergie vient de Russie. Donc vous avez vu les conclusions du Conseil de Versailles. Nous devons agir en la matière parce que la dépendance énergétique implique inévitablement une dépendance politique et un impact sur la sécurité. Et ça, évidemment, M. Poutine l'a compris depuis longtemps. Un deuxième aspect que j'ai déjà mentionné, c'est le domaine des technologies critiques, les semi-conducteurs, mais également les métaux rares. Vous savez, les métaux rares, c'est absolument fondamental dans toute une série d'industries, y compris en matière d'espace et de défense. Et pour certains métaux rares, nous sommes dépendants de la Chine. Donc là encore, ce phénomène doit être appréhendé. Je l'ai rappelé tout à l'heure, simplement des éléments de masque, la dépendance est également. Dans le domaine plus particulièrement de la défense, évidemment, la situation est un peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire la dépendance? Nous avons une dépendance en matière de capacité, d'armes. L'article 5 du traité d'Atlantique Nord, effectivement, assure une certaine sécurité, mais nous met également dans une situation en partie de dépendance vis-à-vis de nos alliés. J'y reviendrai ultérieurement. Alors, il est vrai qu'en matière de défense, nous avons parfois tendance à sous-estimer l'importance de l'Union européenne. Quand on regarde les budgets globaux au niveau européen, bien qu'il y ait une réduction au cours des dernières années par rapport au PIB, en moyenne nous sommes à 1,5% du PIB, de dépenses en matière de défense. Néanmoins, globalement, l'Union, 27 États membres, dispose du deuxième budget mondial en matière de défense. Deuxième budget mondial. 135 milliards d'euros à peu près, si on met les 27, c'est-à-dire un tout petit peu devant la Chine aujourd'hui. Si on met ensemble les 27 budgets des États membres. Et un élément de comparaison, nous dépensons à 27 à peu près 3 fois le montant du budget russe. Même si le budget russe, par rapport au PIB russe, effectivement, est beaucoup plus élevé. Mais en termes de valeur absolue, nous dépensons 3 fois plus.
Nous verrons ensuite quels sont les résultats. Effectivement, le problème, c'est pas la défense, mais c'est un peu l'efficacité. Oui, c'est pas les crédits, c'est la rationalisation. C'est pas l'input, c'est l'output. Alors, effectivement, la difficulté que nous connaissons, c'est que ces budgets sont fragmentés. Nous n'avons pas un budget, nous en avons 27. Donc nous avons 27 approches, 27 priorités, une fragmentation entre les États membres et une fragmentation entre les industriels. Nous avons la chance en Europe d'avoir une industrie de la défense très compétitive, mais fragmentée dans 27 États membres avec, vous connaissez les chiffres, nous avons une multitude de types de chars, une multitude de types de camions, une multitude d'avions de chasse. Tout ceci a un coût, effectivement. Et si on regarde récemment, au cours des dernières années, les opérations militaires qui ont été lancées par les forces armées, même les forces les plus avancées, pour lancer ces opérations, nous dépendons, pour un certain nombre de capacités, d'éléments stratégiques, par exemple des éléments de renseignement, de commandement, mais également de transport ou de ravitaillement. Nous dépendons de certains de nos alliés. C'est-à-dire que pour des opérations importantes, nous avons des difficultés à mener seuls ces opérations. Ces lacunes en termes de capacité pourraient s'aggraver à l'avenir. Ça pourrait s'aggraver parce que, comme vous le savez, nous devons maintenant nous développer dans des technologies de futur, technologies quantiques, l'intelligence artificielle. Ces éléments seront absolument déterminants pour le futur de nos armées. Et individuellement, les États membres sont, la plupart d'entre eux, incapables de dégager les ressources suffisantes pour réaliser ces investissements. Alors qu'effectivement, ces investissements sont réalisés, les budgets sont énormes en Chine, et puis évidemment aux États-Unis, même si on ne peut pas comparer les deux pays. Alors, si on ne fait rien, évidemment, l'Union européenne risque de perdre sa position très rapidement. Nous devons participer à cette course technologique, sinon nous allons aggraver les dépendances existantes. Un exemple qui est, à mon avis, tout à fait symptomatique, qui a été mis en exergue par la crise actuelle et la guerre en Ukraine, c'est l'exemple de certains missiles. Vous avez pu le voir dans la presse, certains États membres avaient décidé d'acheter des missiles à des pays tiers. Et puis, lorsqu'il s'agit de les utiliser, on découvre qu'effectivement, pour les utiliser, il faut demander l'autorisation aux pays tiers. Non ? Même si on ne veut pas les utiliser nous-mêmes, même si on veut les transmettre à un pays, les donner à un pays qui est en guerre, il faut demander l'autorisation du pays tiers. C'est le b.a.-ba de l'autonomie. Donc, est-ce que nous voulons continuer en ce sens ou est-ce que nous souhaitons évoluer ? Alors, tout ceci montre effectivement la nécessité de tenir compte des besoins du secteur de la défense, non seulement quand on parle budget défense, mais quand on parle politique industrielle, y compris en matière civile. Alors, si on regarde les actions entreprises par la DG DEFI, plus récemment, la première action porte sur l'identification des technologies critiques. Comme vous savez, nous avons reçu mandat de faire une étude en ce sens, qui est en cours, pour identifier les technologies critiques, pour identifier nos dépendances. Le travail est en cours. Nous avons commencé par certains secteurs plus particulièrement sensibles, en l'occurrence les semi-conducteurs et les systèmes autonomes. Donc il est trop tôt pour tirer des conclusions. Néanmoins, quelques enseignements préliminaires peuvent être tirés. Premier enseignement, c'est que nous avons constaté dans un certain nombre de dossiers ce qu'on pourrait qualifier un manque d'anticipation sur l'importance d'une technologie. La technologie se développe, existe, mais on constate un manque très sérieux d'anticipation. Un exemple parmi d'autres, comment est-il possible que le deuxième budget mondial en matière de défense, l'Union européenne, soit incapable d'avoir, par exemple, un euro mal,
avant 2029. On nous dit l'Euromal 2029. L'Euromal, mais peut-être le possible, c'est un drone. Un drone. Voilà, c'est le drone européen. Un drone européen. Alors que nous avons lancé, que les discussions ont été lancées il y a plus de 10 ans. C'est un projet de l'ordre de 7 milliards. Mais pas avant 2029. Alors que ces drones sont absolument indispensables sur les champs de bataille, comme on peut le voir aujourd'hui en Ukraine. Deuxième élément d'enseignement, c'est que certaines dépendances sont nécessairement dues à un faible niveau de recherche et de développement. Effectivement, si on veut préparer l'avenir, il y a un coût. Il faut investir dans la recherche et le développement. C'est vrai dans la défense, c'est vrai dans tous les domaines. Encore une fois, l'Union européenne est quand même une puissance économique extrêmement importante. Pourquoi il n'y a pas d'entreprise de l'Union européenne parmi les géants ce qu'on peut appeler les big tech? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entreprise européenne présente? Pourquoi avons-nous en grande partie raté la révolution numérique alors que nous avons les moyens? Effectivement, ce sont des questions vastes, mais qui doivent être abordées dans le cadre de notre politique industrielle et il convient d'y répondre. Par ailleurs, comme vous savez, certaines dépendances sont dues aux restrictions territoriales imposées par les pays tiers. Je signalais tout à l'heure le cas des missiles, mais il y a beaucoup d'autres cas. Souhaitons-nous acheter du matériel militaire étranger quand on sait qu'on ne peut pas l'utiliser sans l'autorisation de l'État qui a exporté le matériel? Béaba de l'autonomie stratégique. Dernier élément, c'est que certaines dépendances sont dues au manque de matières premières et de compétences. Effectivement, je signalais tout à l'heure les problèmes des matériaux, des denrées rares. Évidemment, si ces matériaux ne sont pas disponibles en Europe, on ne va pas les inventer. Mais il faut trouver des moyens de contourner l'obstacle et de développer la recherche pour trouver d'autres moyens de fabrication. Il faut trouver des éléments de substitution. Par ailleurs, en matière de formation, sommes-nous sûrs que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour avoir l'expertise suffisante, en particulier en matière de sécurité et de défense? Vous savez, les entreprises de défense européennes nous indiquent qu'elles ont d'énormes difficultés à recruter des personnes qualifiées de haut niveau. Est-ce que c'est lié au niveau des salaires? Quel cas, ce n'est pas très difficile, mais c'est probablement lié au fait aussi, et probablement que les choses vont évoluer, mais c'est également lié au fait que traditionnellement, la défense avait mauvaise presse chez un certain nombre de personnes, parce que la défense, ce sont les armes, mais avec les armes, on tue, il y a du sang. Bon, oui, mais c'est le b.a.-ba de la défense. Donc effectivement, je pense qu'avec les événements récents, les choses vont évoluer, mais il faut travailler en ce sens. Alors effectivement, c'est un diagnostic extrêmement rapide. Donc un diagnostic, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc sur cette base, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en matière d'espace, et notamment de défense, un élément fondamental, c'est que nous devons absolument considérer l'espace maintenant comme le 5e domaine opérationnel de la guerre. Vous savez, les autorités françaises ont mis en place le commandement de l'espace, ce qui est quelque chose que nous saluons, parce qu'il est évident que l'espace est devenu un domaine de la guerre, comme les autres domaines, comme la terre, comme la mer, ou comme le cyberespace. Si les services spatiaux fournis par les infrastructures spatiales de l'Union européenne sont essentiels pour les citoyens, ces infrastructures sont également essentielles pour les militaires. Et comme vous savez, nous avons un système que nous qualifions de PRS, qui est un système sécurisé pour nos militaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, le premier élément, c'est que nous devons sans doute travailler plus sur les synergies. Alors, effectivement, tout le monde est d'accord, encourage les synergies, mais nous avons un budget recherche civile, nous avons un budget recherche défense. Les synergies doivent être développées.
C'est une de nos priorités. Deuxièmement, nous devons augmenter notre niveau d'alerte et être en mesure de prendre rapidement des décisions lorsqu'il faut protéger nos infrastructures spatiales européennes. C'est un domaine très sensible, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous savons tous que les infrastructures spatiales sont de plus en plus ciblées par des personnes qui ne sont pas forcément nos amis. Donc, susceptibles d'attaque, nous devons développer les moyens de défense et être très rapidement capables d'apporter la réponse. C'est la raison pour laquelle nous avons très récemment mis en place les mesures de ce que nous appelons la décision du Conseil 698. Alors, probablement que vous ne connaissez pas. Tout le monde a cette décision 698. C'est une décision du Conseil extrêmement importante qui prévoit les responsabilités du Conseil et du haut représentant lorsque des infrastructures spatiales sensibles sont attaquées. Dans le contexte actuel, nous avons des éléments qui montrent que la mise en place des mesures de la décision du Conseil, cette mise en place est nécessaire. Donc ceci a été développé. Bien sûr, tout ceci, c'est ce qui est en place, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant, pardon. Nous devons continuer à développer davantage les mécanismes collectifs de gestion de crise. Nous devons développer des travaux pour développer une stratégie spatiale pour la sécurité et la défense. Lorsque nous avons lancé l'idée, il y a quelques mois, de stratégie spatiale sécurité-défense, là encore, il y avait beaucoup de personnes sceptiques et il y a encore des personnes qui nous disaient « Non, mais l'espace, c'est civil ». Oui, l'espace était civil il y a 30 ans. Maintenant, l'espace est civil et défense. Donc nous travaillons sur une stratégie qui sera sans doute disponible dans les prochains mois. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de renforcer les moyens de défense pour assurer la sécurité de l'Europe. Un élément très concret, c'est également la communication qui a été envisagée, développée par le commissaire Breton sur les communications sécurisées, Secure Connectivity en anglais, je ne sais pas comment on traduit en français, communication sécurisée. Secure Connectivity, qu'est-ce que c'est? C'est un système de communication par satellite permettant de développer des communications ultra sécurisées avec une partie civile, mais également une partie défense. Pour l'instant, nous avons dégagé un budget de l'ordre de 2 milliards. Donc le projet de règlement est au Conseil et au Parlement. Donc nous espérons avoir un trilogue cette année, c'est-à-dire que nous espérons finaliser le texte cette année. Et si tout va bien, ceci pourrait prendre son ampleur au 1er janvier de l'année prochaine. Alors, un exemple extrêmement intéressant d'action en matière d'espace, c'est, vous l'avez sans doute vu également dans la presse, c'est ce qu'on appelle les opérations Astérix. Ce n'est pas une opération Astérix, c'est-à-dire c'est une opération de spatiale militaire, donc c'est extrêmement sérieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est un exercice spatial militaire développé par le commandement de l'espace français, qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques semaines, qui permet de tester des scénarios d'attaque contre les satellites. Donc la Commission a été présente, a contribué à ces travaux. Cet exercice de simulation, effectivement, a été mené par une quarantaine d'experts pendant toute une semaine. Cet élément contribue à la sécurité. Et donc, nous encourageons effectivement tout ceci. Alors, un autre élément extrêmement important, effectivement, sont les menaces hybrides. Nous assistons aujourd'hui à des attaques quotidiennes en termes hybrides. La difficulté des attaques hybrides, c'est qu'effectivement, elles sont multiformes. C'est cyber, c'est la désinformation, c'est les attaques contre les réseaux d'énergie, c'est les interventions en matière électorale. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, contrairement aux armes conventionnelles, a priori, on ne les voit pas. Néanmoins, on peut sans doute considérer qu'aujourd'hui, 50% du conflit ukrainien est un conflit
mesures hybrides. 50% avec des armes conventionnelles, mais également 50% d'attaques hybrides. Donc nous devons réagir également dans ce domaine. Ça constitue une menace extrêmement importante pour tous les États membres. Certains États membres sont plus exposés que d'autres, mais tous les États membres sont concernés. Un certain nombre de mesures ont été mises en place par les autorités communautaires, en particulier par la Commission, mais c'est un domaine dans lequel nous devons travailler plus. Alors, qu'est-ce que nous faisons de façon un peu plus concrète? Alors, le premier élément, vous l'avez rappelé, monsieur le professeur, c'était la mise en place de la Direction générale défi. Alors, effectivement, ce n'est pas la mise en place de la Direction générale qui va régler tous les problèmes, mais néanmoins, la mise en place de la Direction générale au 1er janvier 2020 témoigne de l'importance que la Commission accorde aux aspects de défense et d'espace. Alors, comme vous le savez, la défense n'est pas une compétence communautaire au sens de traité. Ça fonctionne essentiellement dans un cadre intergouvernemental. Néanmoins, depuis 2009, nous avons développé une série d'actions extrêmement importantes. En 2009, nous avons fait un premier train de mesures dans lequel nous envisagions et nous demandions aux États membres d'investir plus en matière de défense. Nous demandions aux États membres de développer des coopérations. La première approche était assez limitée, si je puis dire. L'élément fondamental, c'est 2016, avec le plan d'action européen dans lequel nous avons annoncé la création du Fonds européen de défense, que beaucoup ont qualifié de révolutionnaire. C'était une petite révolution, en ce sens que, là encore, c'était la première fois que nous proposions d'utiliser le budget communautaire, non pas pour intervenir en matière de défense, mais intervenir en matière de capacité, en matière d'industrie de la défense, puisqu'on subventionne, comme vous le savez, les éléments de recherche et de développement. C'est la raison pour laquelle la base juridique est dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, politique industrielle, donc ce n'est pas politique défense. Néanmoins, il est clair que notre objectif, quand on dit que l'objectif c'est de développer la compétitivité de l'industrie européenne, ce n'est pas l'objectif politique final. L'objectif n'est pas d'avoir une industrie compétitive. L'objectif, c'est d'avoir des capacités dont les États membres ont besoin pour assurer la sécurité de l'Europe. La mise en place du fonds n'a pas été facile, parce que là encore, nous avions beaucoup de réticences. Et à l'époque, beaucoup de voix se sont élevées de dire « oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous vivons en période de paix depuis 1940, il n'y a pas de problème. » Heureusement, je pense que là encore, le président Juncker et ensuite Mme von der Leyen ont insisté sur le fait de dire « nous devons continuer les investissements, parce que la paix n'est pas acquise. » Et finalement, je pense qu'on avait malheureusement raison. Alors, l'objectif du fonds, ce n'est pas de se substituer aux États membres, hein, c'est d'encourager la coopération en matière de défense, coopération entre les États membres, coopération entre les industriels. En 2021, nous avons dégagé un peu plus de 1 milliard sur les aspects de recherche et d'innovation. Donc 1 milliard, c'est déjà un certain budget, ce n'est pas suffisant. Nous avions demandé plus, comme vous savez. Nous n'avons eu que 8 milliards au lieu des 13 demandés. Néanmoins, ça permet quand même d'avancer. Le 15 février dernier, nous avons publié une nouvelle communication en matière de défense. Alors, l'objet de la communication, ce n'était pas de dire qu'on a bien travaillé, même si c'est toujours la première partie. Effectivement, de la première partie, on a fait quelque chose de bien. Bon, ce qui compte, c'est la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Alors, effectivement, cette communication insiste sur un point fondamental qui porte sur les achats en commun par les États membres. Nous devons intervenir plus pour encourager les États membres à faire des achats en commun. La coopération entre les industriels pour la recherche et le développement, c'est fondamental. Nous devons ensuite assurer que les États membres achètent en commun. Alors, nous envisageons de développer les technologies de rupture. Nous indiquons également que l'intervention des PME est extrêmement fondamentale, éléments qui sont tout à fait nécessaires. Nous rappelons que les synergies, là également, sont importantes.
Mais je le répète, pour nous, un point fondamental, effectivement, c'est que nous devons passer à l'étape ultérieure. Les États membres doivent acheter en commun, développer des normes communes et développer une véritable compétence communautaire. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant, effectivement. Et là, je viens très rapidement à une dernière partie de mon intervention. J'insisterai sur deux points. Premier point, vous l'avez vu, la boussole stratégique Compass, qui a été adoptée par le Conseil il y a une semaine. Alors, ce document est extrêmement important. C'est un document dans lequel, pour la première fois, on identifie quels sont, d'une certaine façon, les principaux périls, quels sont les risques au niveau européen. Il y a un accord entre les États membres, un accord unanime entre les États membres là-dessus. On envisage également le développement de capacités. On a dit quelles sont les capacités qu'il faut développer. On insiste sur la réduction des dépendances technologiques, tout élément qui sont absolument fondamentaux, qui ne sont pas directement opérationnels, mais qui donnent une feuille de route pour le Conseil et ensuite la Commission. Deuxième élément, c'est bien sûr le suivi de la déclaration de Versailles, qui a donné un mandat à la Commission, un mandat extrêmement important à la Commission de préparer un rapport pour le prochain Conseil européen qui identifie les dépendances en matière de capacité et qui identifie les domaines dans lesquels des investissements sont nécessaires. Nous avons un certain nombre d'identifications de capacités qui ont été faites, notamment par l'Agence européenne de défense. L'objectif de ce document est un peu différent, c'est de dire voilà les domaines d'investissement dans lesquels les États membres doivent investir. Le deuxième élément de la demande du Conseil européen, pour la Commission, c'est de réfléchir à des mesures supplémentaires pour renforcer l'autonomie stratégique. Alors, quels sont ces éléments supplémentaires? Ce sont des éléments sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. On a évidemment quelques idées. Tout le monde a en tête le Fonds européen de défense. Qu'est-ce qu'on fait avec le Fonds européen de défense? Est-ce qu'on reste avec le Fonds européen de défense tel qu'il est aujourd'hui, avec 8 milliards, ou est-ce qu'on demande plus d'argent? On demande 13. La Commission avait demandé 13. Donc, effectivement, c'est sans doute un élément important. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour favoriser les acquisitions en commun? C'est un sujet très difficile, puisque là, effectivement, normalement, nous considérons, les juristes considèrent que l'article 42.1 du traité sur l'Union européenne ne permet pas d'utiliser le budget communautaire pour financer des capacités. Donc ça, c'est une interprétation qui résulte d'une analyse par la Commission depuis longtemps. Si vous me permettez une remarque personnelle, on peut avoir une autre lecture du traité. Le traité dit que les fonds communautaires ne peuvent pas être utilisés pour des opérations. Il y a une différence entre faire de la recherche, acheter des capacités, faire des opérations, ce n'est pas forcément exactement la même chose. Donc, il y a peut-être une marge d'appréciation, mais nous devons travailler là-dessus. C'est un aspect fondamental, parce qu'on ne peut pas simplement dire « nous faisons de la recherche, nous faisons de développement ». En faisant du développement, on aide quand même les États membres à acheter, puisque ce qui coûte cher dans les capacités, c'est la phase du prototype. Et pour le prototype, nous pouvons supporter aujourd'hui 55% des coûts du prototype avec le Fonds européen de défense. Donc si nous supportons 55% des coûts du prototype, ça veut dire que 55% de ces coûts ne seront pas payés par les États membres qui auraient acheté la capacité. Donc indirectement, on aide les États membres pour financer les capacités. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller plus loin. Dernier élément, c'est qu'effectivement, le Conseil européen a également demandé de travailler pour renforcer la cyberdéfense. C'est un point fondamental. C'est un point compliqué également, puisque tout ce qui est cyber est sensible. Ce qui est cyberdéfense est très sensible.
C'est-à-dire que nous devons trouver un moyen pour aider les États membres, pour aider les militaires, prenant en compte le fait que les militaires n'ont pas forcément envie d'échanger sur la cyberdéfense, parce que c'est extrêmement sensible. Donc nous devons trouver un modus vivendi et des moyens d'affaires. Très rapidement, en conclusion, je pense que j'étais un peu long, en conclusion sur ces éléments, je pense que les crises que nous avons connues au cours des dernières années, comme je l'ai dit tout à l'heure, les attaques terroristes, le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, ont provoqué une prise de conscience tout à fait salutaire, une prise de conscience sur le fait que les risques auxquels nous sommes exposés ne sont pas disparus. Je pense qu'il faut mettre fin à la naïveté. Je pense que ne soyons plus naïfs, les risques sont là. Deuxième élément, il y a une prise de conscience sur le fait que nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur sont importantes. C'est un fait. Donc, on ne peut pas l'oublier. Et troisième élément, nous avons des capacités à mobiliser nos forces. Nous avons des capacités à réagir. Bien sûr, la capacité nécessite une préparation. Le fonds de relance que nous avons mis en place suite au Covid a montré que nous sommes capables de mobiliser des fonds importants. Nous sommes capables de réagir vite. Donc, les éléments sont là. Alors, effectivement, c'est compliqué. Donc, on peut toujours voir des difficultés, en particulier des difficultés juridiques. Donc, comme juriste formé dans cette maison, je resterai orthodoxe. Néanmoins, je pense qu'il y a toujours une flexibilité et que la priorité n'est pas forcément à l'analyse juridique. Donc, je pense que nous devons répondre à ces challenges. Donc, on peut toujours voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Ma préférence, ce serait de voir le verre à moitié plein. Et je pense que nous pouvons encore faire plus. Excusez-moi, Monsieur le Président, si j'étais un peu long. Merci beaucoup. Je partirai peut-être pour poursuivre le débat et échanger entre nous sur la fin de votre propos et la problématique juridique, et notamment l'article 42.1, parce que l'article 42.1, c'est vrai qu'il est plutôt clair. Il dit quand même que les crédits communautaires ne doivent pas financer les affaires militaires. Certes, les opérations et les équipements, c'est plus douteux. Donc on a trouvé des éléments de contorsion, d'interprétation juridique qui ont permis, à travers ce fonds, de mobiliser sur de la recherche, sur de la technologie, sur des programmes, de l'argent communautaire. Mais ça va quand même être le nœud de l'affaire demain, de la même manière que la mobilisation de facilités européennes de paix, qui ne sont pas des crédits communautaires, mais des crédits mis en commun par des États, qui avaient pour vocation tout autre chose, hein, des coopérations en matière de gestion de crise, de prévention de crise, et qu'on a utilisé pour quelque chose qui était inimaginable, l'achat et la livraison d'armes dans une guerre. Donc, pourquoi je commence par là? Parce que est-ce qu'il ne faut quand même pas avoir un raisonnement qui commence par faire litière, non pas de réserve, mais d'une restriction mentale forte qu'on a ressentie dans la construction européenne, dans certains traités post-guerre froide, dans certaines déclarations politiques, dans certains comportements, dans certaines oppositions qui faisaient qu'on considérait qu'une Europe forte, parce qu'elle l'était économiquement, pacifique, parce qu'elle voulait l'être politiquement, était forcément une Europe non agressive, donc non armée. Et que c'était sa spécificité. Aujourd'hui, on voit que c'est une Europe qui est relativisée économiquement, qui a quand même beaucoup de mal politiquement à intervenir comme un acteur dans cette crise. On aimerait qu'elle soit plus présente, et ça, à la fois collectivement, même si elle le fait, on ne voit pas non plus ce qui existait, les troïkas, ce qu'on a connu même au temps de la guerre froide, où tel pays, tout d'un coup, menait une hausse politique très forte. Donc il y a quand même une interrogation. Donc elle est moins forte diplomatiquement. D'ailleurs, elle ne convainc pas beaucoup de ses partenaires traditionnels à l'extérieur, en Afrique, Inde, etc. Ce qui pose quand même des questions sur son empreinte diplomatique. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger quand même plus fondamentalement sur ce qu'a été, je dirais, les erreurs auxquelles a sans doute conduit ces éléments de restriction, parce qu'on est toujours en train, du coup, de devoir composer. Vous avez évoqué à un moment, en évoquant le signal de sécurité PSR, et je me souviens que ça a été, quand on a
quand c'est le signal de sécurité de Galiléo. Quand on a voulu pousser Galiléo au plan européen, et notamment nous les Français, pour qu'il y ait un canal sécurisé, notamment pour les opérations militaires ou des opérations liées à la sécurité, ça a été le tollé, ça a été le barrage d'un certain nombre d'États qui ont absolument refusé que l'on s'engage. Aujourd'hui, on s'en réjouit, on s'en glorifierait presque en disant heureusement on a trouvé l'indépendance. Mais donc, si on ne porte pas, soit on peut continuer à considérer que, au fond, on compose, on va au compromis, on change, mais ça, c'est ce qu'on a fait dans toutes les dernières années pour essayer de se rapprocher, initiative Juncker, etc., pour essayer de se rapprocher de quelque chose qui soit plus compatible avec le monde tel que l'on le voyait arriver devant nous et toutes ces menaces. Mais maintenant, les menaces, elles sont là. Et donc, c'est ce débat, finalement, qui reste bloqué, parce que les réticences conscientes, on peut les raisonner. Les restrictions inconscientes ou tellement profondes, celles-là, on ne les raisonnera pas. Et puis, j'y ajoute la troisième couche, qui sont les réserves des autres, qui sont parfois instrumentalisées. Ça peut être des alliés, ça peut être de grands partenaires, ça peut être, etc., qui ne souhaitent pas non plus qu'on se développe dans ce domaine. Donc ça, ce serait peut-être ma première question. Est-ce qu'à ce moment de l'histoire, vous pensez que à travers ces déclarations, la difficulté d'ailleurs pour obtenir ces déclarations, y compris à Versailles, on est encore dans cette logique de la recherche du compromis à 27 qui est toujours extrêmement difficile pour essayer de créer des dynamiques, des évolutions possibles? Ou est-ce que vous pensez que l'électrochoc est tellement fort que ce sont tous les paramètres, tous les grands paradigmes, tous les postulats qui sont suffisamment ébranlés pour qu'on reparte sur une conception qui est celle que vous décrivez vous-même comme souhaitable, mais est-ce qu'elle est cette boussole pour tous les 27 ? Je sais bien que ce n'est pas une question facile que je vous pose. Je pense qu'il y a un moment historique qui résulte de la guerre en Ukraine, qui est un petit peu la douche froide pour un certain nombre d'États membres. Et donc, il y a les réactions à court terme, il y a ce qu'on peut faire à moyen et à long terme. À court terme, effectivement, les États membres ont découvert que, finalement, ce serait quand même utile d'avoir des armes. Et donc, tout le monde s'engouffre dans l'achat d'armes. Donc, la question sera effectivement, est-ce que les États membres achètent européens ou en partie européens ou pas européens? C'est extrêmement important parce que des armes, effectivement, ne sont pas des produits normaux. Entre guillemets, généralement, quand on achète, sauf exception, quand les États membres achètent des armes, ils achètent un paquet. Ils achètent des capacités, mais avec la maintenance, le training du personnel, etc. Donc, ils s'engagent sur 20 ans. Donc, il faut faire attention de ne pas fermer le marché pour 20 ans. Parce qu'effectivement, si tous les États membres qui ont envie d'acheter achètent un pays tiers et s'engagent sur 20 ans, nous pouvons arriver ensuite avec notre Fonds européen de défense, mais le marché sera complètement saturé. Donc, il faut agir à ce moment-là. Et puis, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a ce qu'on peut faire à moyen terme. Le traité sur l'Union européenne prévoit déjà la possibilité de passer à une Europe de la défense. C'est dans le traité. Il suffit, entre guillemets, de l'unanimité. Donc, probablement que là, il y a une voie d'accès. Mais la question sera, on passe à l'Europe de la défense pour faire quoi? Alors, parce que le sujet a été discuté parce que c'est lié effectivement au 42.1. Parce que certains juristes nous disent, oui, mais 42.1, ça ne permet pas de financer des capacités, mais ça serait plus facile si on passait à l'Europe de la défense. Donc ça peut être un moyen de rebondir et d'arriver au 42.1. Mais encore faut-il qu'il y ait l'unanimité des États membres pour passer à l'Europe de la défense. Et passer à l'Europe de la défense, ça va au-delà, politiquement, de financer des capacités.
Parce que, je pense que tous les États membres seraient d'accord pour que le budget européen les aide à acheter des capacités. Si on leur donne de l'argent, ils vont pas dire non. Mais passer à l'Europe de la défense, c'est un autre enjeu. Mais je pense que vous avez raison, et je pense qu'il faut lancer le débat. Si on ne lance pas le débat maintenant, on ne le lancera jamais. Mais probablement que là, on est parti pour 2 ou 3 ans de discussion. Alors avant de passer la parole à la salle, je vais rester dans ce domaine, notamment de compétences de la direction générale, et venir justement à cette difficulté d'articuler les fonctions des uns et des autres, en tout cas dans la réalisation de ce que sont les capacités militaires. Je laisse de côté la problématique des forces, de leur cadre d'emploi, OTAN, Union européenne, dans la mesure où l'OTAN n'est pas employée, pour des natures de crise qui seraient différentes. Mais la question, évidemment, se pose, mais peut-être que sur ce sujet, voilà, l'avenir va préciser un certain nombre de choses, mais c'est moins évidemment votre direction qui est en charge que les aspects conseil, moins la commission que le conseil pour certaines de ces évolutions. Alors, c'est vrai qu'on a un système quand même qui ne facilite pas les choses. Aujourd'hui, dans l'organisation simplement institutionnelle, vous avez évoqué l'Agence européenne de défense, qui a des budgets ridicules, qui intervient uniquement sur des problématiques de niche, de démonstrateurs, et qui essaye de temps en temps de faire le grand schéma global, mais complètement décorrélé des réalités des programmations militaires de chacun des États membres. Ensuite, il y a désormais, heureusement, le bras séculier et l'argent que vous mobilisez. Alors, par rapport je sais pas, il y a quelques centaines de millions d'euros du budget de la défense européenne. Bon, vous êtes à 8 milliards, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on imaginait. On peut espérer que l'Ukraine fasse qu'on remonte à 13 milliards. Mais vous, votre priorité, y compris parce que la question capacitaire ne peut pas être mise de manière aussi évidente, c'est d'abord de prioriser des technologies de pointe. Et puis, il y a le dernier des acteurs qui est l'OCAR, mais l'OCAR, déjà, tout est fini. C'est-à-dire que les États ont décidé de fabriquer en commun, de définir un programme et de le confier à l'opérateur. Donc, il n'y a pas l'assemblage et il n'y a pas, je dirais, le début simplement d'une convergence des programmations militaires faites par chaque État qui permettrait que, quelque part, on se dise... globalement, on a besoin d'une flotte de combat européenne qui aligne combien d'avions, on a besoin d'une flotte de parcs de chars qui aligne combien de chars en ligne, on a besoin... Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de refaire chacun la même chose, de dépenser beaucoup d'argent dans toute une série d'équipements qui sont redondants, dimensionner mieux notre spatial, etc., etc. Donc pour ça, il faudra au minimum qu'il y ait quelqu'un qui puisse se voir confier un travail qui ne peut se faire qu'avec les États, mais qui pousse quand même les programmations militaires à converger davantage, à se poser les mêmes questions. Sinon, on en restera exactement au même point. La France s'interrogeant pour savoir si elle doit faire un porte-avions, les autres ne rêvant que de garde-côtes, ayant des standards d'avions différents. Et en même temps, ça pose quand même aussi, in fine, la question de si c'est plus d'argent, mais pour finalement développer une base qui reste hétéroclite. Il y a des acquisitions aujourd'hui d'entreprises européennes par des Turcs, par des Israéliens, qui ont bien vu aussi qu'il y avait une manne, mais que donc il fallait un peu mettre le drapeau européen sur la toile pour pouvoir accéder à cet argent. Est-ce qu'on aura vraiment avancé dans cette autonomie industrielle qu'on recherche? Donc, qui est l'assemblier in fine de tout ça, avec cette problématique qui pour l'instant n'est pas tranchée, qu'il y a des pouvoirs de décision qui sont au Conseil, qui sont un peu chez les représentants pour éclairer l'avenir, qui sont à la Commission, qui sont aussi dans des agences. On a évoqué l'Agence européenne de défense, mais vous avez évoqué le cyber. Quel est le rôle de l'ENISA aujourd'hui? Il n'y a aucun rôle opérationnel de l'ENISA. Bon, on crée des agences pour qu'elles aient des fonctions opérationnelles et on les prive immédiatement des fonctions opérationnelles qu'elles pourront avoir. Donc c'est peut-être le moment. Voilà. Est-ce que là encore, le choc de l'Ukraine ne va pas créer un moment? Je sais bien que c'est une deuxième question peut-être un peu plus facile que la première, qui est un peu philosophique, mais qui n'est quand même pas très simple. Je ne suis pas sûr que ce soit plus facile. Non, mais je pense à une vraie question. Je pense que l'expérience montre que
Bon, il y a deux enseignements. Premièrement, c'est qu'effectivement, nous partons quand même un peu du Moyen-Âge, hein, en matière de défense. C'est-à-dire que quand nous avons lancé l'initiative, effectivement, nous avons 27 marchés, 27 États. Donc, mettre ça en commun, c'était extrêmement difficile. Avec notre instrument, nous avons contribué à faire un petit pas, qui est un petit pas, mais un petit pas vers la coopération. Et on s'aperçoit que maintenant, effectivement, c'est extraordinaire, mais les États membres discutent entre eux. Oui. Les entreprises, effectivement, discutent entre elles. Et la coopération se développe. Je pense qu'un élément qui manquait, c'était la confiance. Et la confiance, effectivement, ne se décrète pas, mais il faut que les entreprises et les États membres commencent à travailler ensemble, et puis, peu à peu, la confiance se développe. Le deuxième élément qui a fait que je pense que le fonds, pour l'instant, est quand même plus ou moins un succès, c'est que on a mis de l'argent sur la table. Pas de secret. Hein. On peut faire des communications, on dit aux États membres, allez-y, oui, mais si on n'a pas un budget, ça n'avance pas beaucoup. Et donc, je pense que si, au niveau européen, si les États membres veulent qu'on continue, mais il faut un budget. Et ce n'est pas avec 8 milliards qu'on va changer tout. Donc, la défense, la sécurité, ça coûte cher. Quand on regarde dans le MFF la totalité, ce qu'on pourrait appeler budget lié à la sécurité, que ce soit le Fonds européen de défense, que ce soit la DG Homme, que ce soit tout ça, c'est marginal. Un choix. Donc, soit on met le budget sur l'agriculture, soit on le met sur la sécurité, soit on le met sur la défense. Alors, effectivement, tout le monde va nous dire que c'est fondamental, mais à un certain moment, il faut faire des choix. Mais à terme, effectivement, il faut progresser vers là. Mais je pense que des progrès ont été faits également grâce au travail de l'agence, notamment, sur l'identification des priorités capacitaires au niveau européen. Par contre, il y a une responsabilité énorme qui pèse sur la Commission, sur le programme de travail sur le fonds de défense, et faire en sorte qu'on supporte, qu'on développe des capacités importantes et qu'on ne tombe pas dans le biais de saupoudrer pour faire plaisir à tout le monde. C'est un peu le risque. Alors, la parole maintenant est aux étudiants. Il y a la règle qui fait... Je regarde un peu, vous levez la main, je vois, j'ai vu M. Wardès, mais autrement, M. Dallison, bien sûr. Qui a d'autres, vous pensez à vous... Là-haut? Bon, M. Wardès, allez-y. Merci beaucoup, M. Gauthier. Alors, merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Et ma première question relèvera surtout de la question de l'espace que vous avez évoquée durant votre intervention. Il se trouve, comme vous le savez, que depuis la guerre en Ukraine, la collaboration scientifique et technique dans le domaine spatial entre l'Union et la Russie était notamment fortement endommagée. Après les déclarations, comme on le sait, du dirigeant de Roscosmos, l'agence spatiale européenne a décidé de se passer du lanceur Soyouz. Et alors que l'entreprise britannique fit le choix, en lundi dernier, du lanceur Falcon 9 de l'entreprise SpaceX, l'agence spatiale européenne devrait-elle faire un choix similaire, voire se résoudre à utiliser le lanceur de l'entreprise indienne ISRO pour ne pas être pris de vitesse par ses concurrents? Ou bien devrait-elle se servir de cette situation pour accélérer fortement le développement d'Ariane 6? Merci beaucoup. Merci. Je prends la question là-haut. Vous faites passer le micro et ensuite vous, M. Dallison, et on arrêtera là et je prendrai une série de questions après. Merci bien. Moi, ma question, elle portait sur quel rôle peut avoir l'Union européenne dans la fabrication, le recomplètement des stocks de munitions, notamment de manière souveraine. Voilà. Merci, M. Dallison. Merci pour votre conférence. La politique de voisinage de l'Union européenne met en œuvre des coopérations entre l'Union européenne et les pays partageant une proximité géographique avec celle-ci. Dans le cœur de l'actualité, ne devrait-on pas donner plus de compétences à l'Union en termes de politique étrangère, alors que ces décisions relèvent de la compétence des États membres? Vous en avez longuement parlé. N'est-il pas temps, au regard de l'accroissement des tensions, de refaçonner les instruments juridiques européens, en particulier de passer d'une règle de l'unanimité en termes de politique étrangère à une règle de majorité qualifiée? Je vous remercie.
Vous avez visiblement un succès d'estime. Monsieur Alexis. Sur les lanceurs, c'est un point extrêmement important, effectivement, parce que ça fait partie de l'autonomie stratégique européenne. C'est pas un secret, hein, c'est un élément public. Pendant un certain nombre d'années, on a utilisé des lanceurs russes. Peut-être pas le meilleur choix, mais bon, probablement qu'à l'époque, il n'y avait pas d'alternative, donc il faut forcément évoluer. Et il faut investir européen. Effectivement, nous avons... mais encore faut-il que les entreprises européennes soient suffisamment compétitives et soient capables de le faire. Parce qu'il faut quand même lancer. Donc là, effectivement, une réflexion doit être menée et il faut sans doute trouver des moyens financiers pour développer les lanceurs. Et effectivement, Ariane a été effectivement la technique. Donc il faut développer ceci. Je pense on ne peut plus simplement lancer avec des pays tiers. Même si à la limite ce sont des pays tiers amis. Mais en termes d'autonomie, c'est quand même gênant. Donc je pense que effectivement, vous avez tout à fait raison. Sur les stocks de munitions, je pense que comme j'indiquais tout à l'heure, grâce à la facilité européenne militaire, on a l'Union, avec le budget, mais avec le budget de la facilité, on peut aider l'Ukraine avec des capacités. Et donc ça porte y compris sur des munitions. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je pense que ça nécessite réflexion, parce que les munitions, ce n'est pas non plus un élément extrêmement stratégique. Donc, il faut les avoir, mais est-ce qu'il y aurait vraiment une réelle plus-value européenne ? Bon, je ne suis pas convaincu. Donc il faut les développer. Ça pose la question de savoir quel doit être le rôle de l'Europe et le rôle des États membres. Je pense que notre rôle, avec le budget communautaire en particulier, c'est d'intervenir lorsque, il faut une coopération, et uniquement quand il y a une coopération, et deux, sur des éléments technologiques stratégiques, en particulier lorsque l'élément de risque est particulièrement élevé. Le meilleur exemple, ce sont les technologies de rupture. Il faut investir dans les technologies de rupture. On sait que le risque est élevé, mais on a l'habitude de dire que les technologies de rupture, c'est comme la tombola. Lorsque vous achetez un billet de tombola, normalement, vous perdez votre argent, mais si vous ne faites pas l'enjeu, vous ne gagnez jamais. Les technologies de rupture, c'est pareil. Et donc là, il y a une raison pour le budget communautaire. Il y a un intérêt pour le nouveau drone. Bon, munitions, je ne sais pas, mais c'est un élément à voir. Sur la politique étrangère, passer à la majorité qualifiée, peut-être un jour. C'est un peu comme la fiscalité. Ceci étant, comme vous savez, pour le Fonds européen de défense, la Commission peut décider à la majorité qualifiée. Le règlement du Conseil nous permet d'adopter le programme de travail à la majorité qualifiée. Nous avons toujours fait en sorte d'écarter la majorité qualifiée et nous avons toujours fait en sorte d'avoir l'unanimité. Parce que dans des sujets aussi sensibles, nous pensons que pour aller de l'avant, à terme, il faut garder l'unanimité. Alors, est-ce qu'il faut oui, je pense que est-ce qu'il faut le garder tant que les choses ne sont pas suffisamment établies, la confiance, etc., pour qu'on puisse passer à un mécanisme de majorité qualifiée qui ne pose de problème à personne? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt une précaution d'entrée en jeu, ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme définitivement mis de côté parce que la règle doit être celle de l'unanimité? On peut se poser aussi la question, vous ne l'avez pas évoqué Mathieu, mais des abstentions constructives qui pourraient se développer, plutôt dans les sujets, ceux-là, politique, opérations extérieures, qui permettent de faire passer une décision sans avoir forcément un vote positif à 27. Oui, mais alors donc pour vous, c'est plutôt une précaution
de mise en activité du fonds, ou est-ce que c'est plutôt un principe que vous souhaitez voir être maintenu durablement? D'une part, hein, je pense que pour les prochaines années, c'est pas réaliste. Je pense que c'est pas réaliste. Je pense que la sensibilité est telle qu'on n'aura jamais un accord unanime pour passer à la majorité qualifiée. Peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Pour l'instant, je n'y crois pas. Par contre, de façon effectivement un peu paradoxale, je vois l'intérêt de l'unanimité sur des sujets aussi importants, d'être sûr qu'on a tout le monde avec nous. Alors, un autre cycle de questions, commençons par les étudiants, mais j'ai vu, monsieur, vous n'êtes pas étudiant, mais je vous ai vu là-haut. Monsieur, non, bah, oui, mais j'ai peut-être... Non, mais, attendez, je veux d'abord les étudiants. Oui, non, mais les étudiants sont chenus cette année, mais je vais leur passer la parole. Et là, je sais qu'il y a de nombreuses... Mais s'il y avait du côté des étudiants toute satisfaction, vous savez que c'est votre dernière séance. Donc, n'hésitez pas à satisfaire toute votre curiosité intellectuelle. Bon, vous avez le temps d'y réfléchir et à une question prochaine. Alors, j'avais vu monsieur Denis Verret qui est le premier dans cet angle-là poser une question. Ensuite, il y a madame Niesotto et ensuite, il y a vous, monsieur là-haut. Voilà. Je voulais revenir sur l'insistance que vous avez mis, à mon avis, à tout à fait juste titre, sur les achats groupés. Lorsque les Européens ont voulu acheter leur ravitailleur Airbus, ils ont organisé un achat groupé par l'agence de l'OTAN avec exemption de TVA. Ce qu'on craint tous, c'est que l'augmentation très rapide, tout de même, des budgets de défense à travers l'Europe se traduise par des achats sur étagère de pays tiers, on ne désigne pas forcément lequel, mais on l'a en tête, ou des achats nationaux, mais pas un surcroît d'achats européens. Ne faudrait-il pas tout simplement confier à l'OCAR, qui existe, qui fait son travail tout à fait bien en ce qui concerne les programmes en coopération, d'étendre son champ d'activité et de s'occuper des achats groupés? Alors, madame Niesotto, monsieur Tournier, je vous ai vu, mais ce sera plus tard. Merci beaucoup pour votre conférence, mais je ne suis pas totalement en accord avec ce que vous nous avez présenté. À vous entendre, il y a eu une révolution de l'Union européenne, que la guerre en Ukraine a été un réveil, un choc. Moi, à vous entendre, je trouve que ça a été vraiment un réveil de la Commission européenne, beaucoup plus que de l'Union. Parce que quand même, pour reprendre ce que disait aussi Louis en introduction, pendant des décennies, c'est la Commission qui a défendu le commerce, l'ouverture, l'interdépendance comme facteur de paix. Et ce sont les États membres, dont la France notamment, qui disaient non, la géopolitique, les rapports de force, ça existe. Et donc l'unanimité quand il y a risque de mort en matière de décision. Et donc moi, je suis ravie de voir que la Commission aujourd'hui fait sa propre révolution. Mais il faut d'abord le reconnaître. Et ma première question, c'est sur la Commission. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un débat difficile qui va y avoir dans la Commission entre ceux qui sont toujours partisans de l'ouverture, le commerce, comme Madame Vestager, par exemple, et puis ceux, comme vous, notamment, c'est une qui amie comprennent... personnelle de Nicole. Pardon ? C'est une amie personnelle. De qui ? De toi. Oui, pas de moi, oui. Ceux comme vous, par exemple, qui comprennent les nécessités de la géopolitique. Donc je trouve que le vrai travail à faire, c'est un travail sur la Commission. Et quand vous dites l'Union a décidé de vendre des armes à l'Ukraine, l'Union a le deuxième budget de défense du monde, c'est faux. L'Union n'existe pas dans cette histoire. Ce sont les États membres qui ont décidé de vendre des armes à l'Ukraine en se remboursant sur la facilité de paix. C'est quand même pas de la générosité pure et simple. Ils donnent et ils se remboursent. Ah bah oui, mais il faut le dire. Et 27 budgets de défense, ça fait pas une union de défense. Donc voilà, je trouve que c'est très bien que la Commission fasse sa révolution. Mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse la leçon stratégique aux États, parce que vous ne serez pas très crédible. Après, j'ai une question, une vraie question. Une question. Sur le Fonds européen de défense, il me semble que des critères avaient été mis par la Commission pour savoir qui était éligible, quelles entreprises pouvaient être éligibles, etc. Il fallait être au moins 2 ou 3 et tout. Et puis, les États membres, certains États membres de l'OTAN ayant beaucoup insisté pour ne pas discriminer les partenaires, on a dit que c'était ouvert aux États tiers.
Et ma question est, où est-ce que ça en est, ce débat? Est-ce que c'est ouvert aux États tiers? Est-ce que les États tiers peuvent être, par exemple, les États-Unis? Ou est-ce que ça peut être des filiales européennes de sociétés américaines? Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, la Commission doit faire son travail, comme vous dites, de défendre l'indépendance et la préférence européenne, et non pas d'accepter que ce soit ouvert aux États tiers. Merci Nicole. Monsieur là-haut. Je vous ai vu hocher la tête sur les explications juridiques. Est-ce que c'est une question juridique? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation sur l'exception au financement communautaire dont vous parliez tout à l'heure. Il ne s'agit pas, si vous permettez, de l'article 42.1 du traité, mais de l'article 41.2 du traité. C'est la dyslexie, mais on a fait la même erreur. Avec alinéa. Mais l'interprétation... J'avais bien compris, donc que c'était ça. L'interprétation que vous avez faite tout à l'heure, c'est-à-dire une interprétation restrictive du mot « opération », elle a de toute façon été déjà actée par le Conseil dans la décision qui institue la Facilité européenne pour la paix. Donc vous avez raison, et le service juridique de la Commission a tort, comme le Conseil l'a dit de façon expresse. Ma question concernait les conclusions du Conseil sur la boussole stratégique. Il y a une disposition dans la boussole stratégique qui demande à la Commission d'identifier, si ma mémoire ne me trahit pas, les Defense Investment Gap. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie les gaps, les manques en matière d'équipement militaire, ou est-ce que ça signifie les manques en matière d'investissement dans le domaine des capacités militaires? Parce que si c'est la première interprétation, ça veut dire que la défense se communautarise. Et puis en plus, ce travail a déjà été fait à maintes reprises par une institution ou une entité que vous n'avez pas mentionné une seule fois dans votre exposé, en l'occurrence le SEAE. Et dernière remarque pour dire que la PESC, si vous le permettez, n'est pas une politique intergouvernementale, c'est une politique de l'Union européenne. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. En même temps, dont on sait bien quand même que la structure de décision institutionnelle est plutôt dans le champ intergouvernemental. Alors, je laisse M. Alexis répondre, puis après on reprendra d'autres questions. Merci beaucoup. Il est vraiment là, soumis à des questions solides. Non, c'est très intéressant. Je vois ce que tout d'abord sur les achats groupés. Effectivement, dans la communication que nous avons adoptée il y a quelques semaines, nous avons avancé l'idée de faire une exonération de TVA en cas d'achat groupé par les États membres. Parce que nous pensons que, encore une fois, comme je l'indiquais tout à l'heure, faire une déclaration de principe, c'est bien, mais si on ne met pas un incitatif financier, généralement, ça ne marche pas. Donc, nous pensons qu'il faut aller dans ce sens. Et je pense que la Commission fera une proposition rapidement d'exonération de TVA. La question sera, est-ce que c'est suffisant ou pas? Mais c'est une première étape. Et pour le rôle de OCCAR, effectivement, OCCAR est une structure extrêmement efficace et nous avons confié à OCCAR la mise en place de certaines subventions que nous donnons, en particulier pour le drone MAL. Nous avons un accord de délégation entre la Commission et OCCAR. Alors, est-ce que les États membres veulent transformer OCCAR en agence de procurement? Si vous me demandez mon avis personnel, je trouve que c'est une bonne idée, mais je pense que si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il faut une structure quelque part. Donc, alors, effectivement, progressivement, les achats en Europe se font dans le cadre d'accords bilatéraux, etc. Mon sentiment, et là, je ne donne pas la position de la Commission, mon avis personnel, c'est qu'effectivement, à terme, il faudrait sans doute une structure. Est-ce que c'est OCCAR, est-ce que c'est l'Agence européenne de défense, mais une structure qui fasse ces achats groupés. Je pense que c'est la voie de l'avenir. Sur le rôle de la Commission et l'Union européenne, effectivement, j'ai dit l'Union européenne par modestie, je ne voulais pas mettre en avant pour la Commission, mais
Sur la Commission, je pense qu'effectivement, la révolution copernicienne a été faite il y a 5 ans, lorsque le président Juncker a dit « on y va ». Alors, effectivement, une commission, vous avez 30 000 personnes. Donc, dans les 30 000 personnes, vous aurez forcément des avis divergents et des gens qui nous disent « non, il ne faut pas le faire ». Mais finalement, la position de tel ou tel fonctionnaire n'est pas pertinente. Ce qui compte, c'est quelle est la position du collège. Alors, effectivement, au niveau du collège, comme vous l'avez rappelé, il y a différentes politiques qui sont menées, mais in fine, il y a une position du collège. Et ceux qui ne sont pas d'accord, désolé, ils sont dans la minorité. Et donc, je pense qu'actuellement, effectivement, la majorité va plutôt dans le sens de dire il faut répondre aux enjeux stratégiques. Est-ce que les États membres vont dans le même sens? Là encore, quand vous voyez les déclarations de certains États membres, qui, je ne donnerai pas de nom parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais qui étaient extrêmement timides pendant les 20 dernières années, ça va extrêmement loin. Ça va extrêmement loin. Donc je pense que, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. C'est pour ça que je pense que, généralement, on dit qu'il y a une window opportunity. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer 6 mois, 2 ans? Je ne sais pas. Peut-être que quand la guerre sera finie, ensuite, effectivement, on va revenir à un business normal. C'est pour ça que je pense qu'il faut foncer maintenant. Il faut y aller dans les propositions. Il faut y aller maintenant. Parce que peut-être que dans 1 an, ça sera plus pareil. Mais je pense qu'il y a une évolution également dans les États membres. Quand vous imaginez qu'un de nos grands partenaires a décidé de mettre 100 milliards sur la table pour acheter des armes, c'est une révolution. Depuis 1945, on n'aurait jamais imaginé ça. Mais vous avez raison, il y a des voies divergentes, ça évolue, c'est difficile. Moi, je fais partie des extrémistes qui disent qu'il faut y aller, donc il y a des gens qui ralentissent. Mais je pense qu'on est dans une bonne configuration. Sur le Fonds européen de défense ouvert aux États tiers, ce qu'a été décidé in fine, c'est que des entreprises établies dans la communauté, contrôlées par des pays tiers, peuvent participer, peuvent être bénéficiaires, sous réserve de respect de conditions relativement strictes. En particulier, l'État tiers ne peut pas contrôler les résultats. En d'autres termes, si on a une entreprise qui est établie dans la communauté, qui bénéficie, un État tiers ne peut pas nous dire « Ah, mais ma réglementation ne permet pas d'exporter ». Si le produit final est contrôlé de façon directe ou indirecte par un État tiers, cette entreprise ne peut pas participer. Donc, non, c'est-à-dire que ça fait partie des engagements au départ, et puis après, effectivement, ces entreprises mentent. Et ça, ça fait partie des éléments. Et s'il y a un problème, on demande remboursement de l'aide. Donc, des sociétés américaines, par leur filiale européenne, peuvent émerger au Fonds européen de défense. Si elles respectent les conditions en matière d'indépendance et d'absence de contrôle, ce qui n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas dans lesquels ITAR n'est pas applicable. Mais si ITAR est applicable, l'entreprise ne peut pas participer. Donc, mais quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit sur les 2 dernières années, en fait, il y a très peu d'entreprises contrôlées par les pays tiers qui ont effectivement participé. Ainsi, pour l'Eurodrone, il y a un problème. Pour Eurodrone, pour l'instant, il n'y a pas de problème, parce que nous, la subvention que nous avons donnée, ce n'était pas pour le moteur. Oui. Donc là, effectivement, il apparaît qu'on pourrait avoir un moteur mais qui est italien, mais les informations, sous réserve d'analyse approfondie, les informations qui sont apparues disent c'est ITAR free. Il n'y a aucun des contrôles ITAR là-dedans. Donc s'il n'y a pas de contrôle ITAR, c'est une entreprise italienne. Mais ça, ce sont les limites du règlement. Comme vous savez, dans la proposition de la Commission était beaucoup plus stricte, parce que dans la proposition de la Commission, on avait dit aucun contrôle de pays tiers. Et puis, quand on est arrivé au Conseil et au Parlement,
Alors, il y avait la réponse à la question de monsieur. Alors sur l'identification Defense Investment Gap, on a un peu les mêmes interrogations que vous. Donc on travaille sur les deux options. Alors, quelquefois, l'ambiguïté a du bon. On travaille sur les deux. Bon. Monsieur Tournier. Ensuite, monsieur Lapéry, j'ai vu qu'il posait une question. Levez la main s'il y en a d'autres. Monsieur Tournier. Oui, monsieur. Oui, merci pour votre propos très intéressant. Moi, ce qui m'a frappé en écoutant le diagnostic que vous avez porté sur ce qui est en train de se passer, c'est qu'au fond, on a le sentiment qu'on est en train de découvrir à l'échelon européen ce qu'est finalement l'approche assez de bon sens de la vision de la défense du général de Gaulle, enfin que le général de Gaulle nous a apprise, et dont on est porteur depuis maintenant quelques décennies. C'est-à-dire, au fond, cette idée simple selon laquelle, on commence par se défendre soi-même pour soi-même, qu'à partir de là, il faut en assumer les conséquences en termes justement d'indépendance stratégique, d'autonomie d'action et toutes ces sortes de choses. Ce qui n'empêche pas, et le général de Gaulle le marquait par ailleurs, qu'on peut conjuguer cette défense par soi-même avec des alliés. Bon. Alors, si je renvoie à la fin de votre propos, quand vous avez parlé du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, je conçois parfaitement qu'on a beaucoup avancé et que donc, d'une certaine façon, le verre peut être considéré à moitié plein. Mais quand même, à un moment donné, on se dit, pour qu'il se remplisse bien davantage ou qu'il aille jusqu'au bout du processus, il va y avoir une sorte de changement de paradigme à opérer dans la tête d'un certain nombre de nos partenaires. C'est-à-dire, au fond, faire un changement de phase, comme diraient les physiciens. C'est-à-dire passer de cette situation où on s'en remet d'abord à un grand partenaire allié du soin de sa défense, à la phase où on décide soi-même de se défendre, ce qui n'est pas exclusif d'une alliance avec un partenaire, si grand fut-il, et toutes ces sortes de choses. Alors, moi, simplement, la question qui rejoint ce qu'a posé Louis, c'est au fond de votre expérience, qui est au cœur du réacteur européen. Qu'est-ce qui, selon vous, freine cette espèce de faculté qu'on pourrait avoir de passer à un moment donné à la vitesse supérieure, ou en tout cas à ce changement de phase? Parce que je rejoins Nicole Niesotto dans ce qu'elle disait tout à l'heure. On a fait certes une avancée, mais on est encore loin du basculement, en quelque sorte. Merci Jacques. Monsieur Lapéry et monsieur Autran. D'abord un étudiant. Bonsoir monsieur. Ma question est en fait assez simple. Selon vous, pourquoi n'a-t-on pas aujourd'hui de capacité de commandement et de conduite des opérations au niveau européen? Je sais qu'on a des structures de préfiguration, mais qui ont sans cesse repoussé les phases d'activation. Donc, peut-être une réaction de votre part sur ce sujet. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Quelle est la question? Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas de capacité de commandement et de conduite au niveau européen? C'est simple, mais c'est large. Et oui, et puis je crois qu'il y a un complément. Pourquoi on reporte sans cesse la phase d'activation à partir de cellules de préfiguration, mais qui n'amènent pas... voilà. Alors, monsieur, il y a une question là, et ensuite il y a Jacques Autran. Monsieur, si vous pouvez formuler vos questions rapidement. Vous avez le micro en face de vous. Voilà, allez-y. La situation que vous avez décrite concernant la défense européenne me fait intimement penser, ça me ramène à peu près à 20 ans en arrière, à toute la démarche qu'il y a eu sur l'élément de souveraineté qui était la monnaie, qui vaut la défense nationale, qui vaut la défense européenne. À mon avis, la monnaie et la défense. Ce sont deux éléments clés de souveraineté. Il y a eu de grosses difficultés entre la France et l'Allemagne, ou l'Allemagne et la France, ça dépendra. On n'a pas été aidé par les Américains. Il y a eu des grosses difficultés. La question. Elle arrive. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de s'inspirer de la méthodologie qui a été mise en place par je ne sais qui pour avancer comme on a avancé dans le monétaire? Si, vous avez raison. Il y a une question de procédure qui a été
depuis le serpent européen, les différents rapports d'étape, etc. Vous avez raison. Monsieur Autran. Allô? Oui. Merci infiniment à Monsieur Alexis pour son exposé tout à fait passionnant. J'ai une question à lui poser sur la cohérence entre les politiques européennes entre elles. La première, avec un peu de malice, sur la politique qu'il développe aujourd'hui par rapport à la politique de la concurrence qu'il connaît bien. Est-ce qu'à certains égards, la situation d'éparpillement, de non-coopération entre certaines grandes entreprises européennes n'est-elle pas aussi le résultat de leur respect strict et sous la surveillance étroite et compétente de la Commission européenne? Deuxième question, avec la politique de l'environnement, l'industrie européenne et toute l'économie européenne est soumise aujourd'hui à la discipline de la taxonomie. La taxonomie, c'est un pouvoir d'application réglementaire qui est entre les mains de la Commission européenne. Elle était assez hostile aux industries de défense il y a encore quelques mois. Elle est devenue beaucoup plus ouverte vis-à-vis des industries de défense depuis le 24 février 2022. Est-ce que ça va rester ainsi? Est-ce qu'on peut compter sur une certaine stabilité de la taxonomie européenne vis-à-vis des industries de défense? Merci beaucoup. Et la dernière question, parce que je sais que notre conférencier a un train à prendre pour un étudiant. Je suis désolé, monsieur, ce ne sera pas vous, mais c'est l'étudiant qui est derrière vous. Et ce sera la dernière question du cycle. Merci, messieurs, de votre intervention. J'aurais une question. On a vu qu'il y avait un plan Covid qui a été développé au niveau de l'Union européenne. On a vu qu'il y avait un achat commun d'armes à destination de l'Ukraine, un achat commun d'énergie récemment également pour contrer toute la crise énergétique. Comment rembourser tout cela? Est-ce qu'on pourrait espérer ou non, en fonction de ce point de vue, un véritable développement des ressources propres de l'Union européenne, mais surtout un véritable développement des actions que l'Union européenne pourrait mener en tant que telle, bien au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, je vous laisse répondre. Voilà, la corbeille est pleine. Hein. Comme ça me permet, cela dit, de choisir et de recibler ou de réangler les questions à votre guise. Sur le passage à des phases ultérieures, en quelque sorte, ça rejoint un petit peu plusieurs éléments qui ont été soulevés. Encore une fois, je pense qu'il faut avoir l'idée du stade auquel nous sommes partis il y a 5 ans. On était plus ou moins nulle part. Il y a eu la mise en place de du fonds, il y a eu la mise en place des projets PESCO aussi, on ne l'a pas abordé, mais c'était quand même... Bon, tous les projets PESCO, vous savez, la coopération structurée entre États membres, tous les projets PESCO ne sont pas fondamentaux. Mais ils ont le mérite d'exister et ça a obligé les États membres à coopérer. C'était déjà une révolution. Beaucoup de personnes pensaient que PESCO, ça ne marchera jamais. De toute façon, comme beaucoup de personnes disaient, le Fonds européen de défense, ça ne marchera jamais. En quelques années, nous avons fait des progrès considérables. Et on n'a aucun mérite, simplement parce qu'on partait de rien. Donc, en valeur relative, on est allé loin. Mais on a quand même fait des progrès considérables. Alors, qu'est-ce qui gêne de faire plus, de passer au stade ultérieur? Je pense qu'il faut aussi un peu de temps au temps. Il faut que les États membres digèrent un peu ce qu'on a fait. Heureusement, il y a des personnes en Europe de l'Est qui nous aident à aller plus vite. D'une certaine façon, malheureusement, on ne peut pas se réjouir de la guerre, mais ça nous aide énormément. Donc, il faudra probablement y aller. Mais je pense que, quand vous regardez les conclusions de Versailles, on n'aurait jamais imaginé de conclusions comme ça il y a 5 ans. Donc ça rentre dans la tête, hein, mais il faut y aller. Donc de là à passer commandement européen, etc., c'est pareil. Je pense qu'à un certain moment, il faudra accepter qu'il y ait des forces européennes. Vous savez, à Versailles, dans la boussole, on a prévu déjà la création d'un petit embryon de force d'intervention. C'est un embryon, mais c'est déjà une première étape. Et ça permet déjà d'avancer, même si c'était difficile à obtenir.
Donc effectivement, on a eu l'expérience de la monnaie unique, on a eu l'expérience de ça où on avançait étape par étape. Mais la différence aussi que dans les différentes expériences antérieures, on ne touchait pas de façon aussi forte aux compétences régaliennes. Alors, effectivement, la monnaie, c'est important. C'est une question que je me posais parce que le passage à la monnaie unique, ça a été pour certaines sociétés un séisme. Ça a été du chômage, ça a été la réduction des déficits publics. C'est des sociétés tout entières qui ont été impactées par la conduite à l'euro. La question militaire, elle concerne des armées qui sont toutes professionnelles. Donc il y a peut-être le conservatisme des états-majors, mais normalement, il y a une aptitude au changement d'organismes professionnels. L'argent est sur la table, on vient de le dire, 235 milliards d'euros. Donc on peut en chercher certainement de façon supplémentaire, mais s'il y a des rationalisations d'abord, elles seraient bienvenues. C'est vrai que je me suis souvent posé cette question. Comment on avait fait pour, à marche forcée en 10 ans, aboutir à la monnaie unique en 10 ans depuis la chute du mur de Berlin? Évidemment, le processus commence dans les années 60, etc. Mais quand même, avec la marche forcée, elle s'est faite dans les 10 dernières années, et avec quand même, c'est toutes les sociétés qui ont été ébranlées par le passage à l'euro. La réalisation de capacités militaires, la réalisation de forces d'intervention, elle concerne les sociétés, d'une certaine manière, les payent déjà dans leur budget, les armées professionnelles sont là, donc c'est de l'organisation, c'est de la rationalisation, c'est de la convergence. Donc c'est vrai que la question quand même de la restriction politique, elle est terriblement forte, quoi. Hein. Et donc la question qui était posée par monsieur, c'est vrai qu'à un moment on avait confié un commissaire ou un ancien Premier ministre, en matière européenne, c'est comme en matière monétaire, c'est comme ça que ça s'est passé, le soin d'être l'homme qui allait incarner le passage de telle étape à telle étape dans la convergence, dans la convergence monétaire. Et puis il y avait des calendriers, il y avait des échéances, il fallait passer des étapes. Là, il n'y a aucun calendrier. Et au contraire, on parlait des capacités de commandement et de conduite. Elles sont, j'apprenais encore que ce qui devait être fait en 2023 soit reporté en 2025. Donc, c'est vrai que la question de la restriction politique est qui, d'une certaine manière, parce que toutes les opinions publiques sont favorables à la défense européenne, si on fait les sondages. Donc il y a une espèce de confiscation de la décision politique contraire à ce que souhaitent les citoyens, qui l'expriment encore dans cette crise. Mais voilà. Et donc il y a quand même une vraie question. Et on ne peut pas dire que c'est plus compliqué. Non, c'est beaucoup plus simple, a priori. Condition qu'il y ait des étapes, qu'on ménage les... Donc ça, je n'ai pas plus que vous la réponse sur ce sujet. Mais c'est vrai que c'est intriguant, quoi. Et donc, si on ne règle pas cette question de fond, est-ce que les événements produiront quelque chose de mieux? Mais comme vous l'avez rappelé, pour la monnaie unique, ça a pris 10 ans. Oui, mais là, ça fait 30 ans que la défense européenne piétine. Je rappelle que le traité de Maastricht prévoit la mise en place d'une politique européenne de défense pouvant conduire à une défense européenne commune à terme. Une défense commune à terme, c'est les termes du traité de Maastricht, ratifié en 92. Ouais. Mais... Non, mais on ne va pas relancer ce débat, mais c'est vrai, voilà. Je vous laisse maintenant dans le cheminement des autres questions. Non, mais c'est une vraie question. Mais encore une fois, ne sous-estimez pas l'importance des débats qu'on a eus simplement lorsqu'on a lancé le Fonds européen de défense, alors que la base juridique... Oui, c'est vrai, les difficultés sont énormes. Compétitivité de l'industrie. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Même, y compris en interne commission. Pas simplement les juristes. Et il y a un point important sur la cohérence entre les différentes politiques. C'est un point extrêmement important, effectivement. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas une incohérence entre des politiques fortes. Mais un élément extrêmement important de la dernière communication de la Commission sur la défense qui a été adoptée il y a 3 semaines, il y a une petite phrase quelque part dans le texte à la fin indiquant que la Commission veillera à la cohérence de ces politiques, et je pense y compris en matière de taxonomie. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas facile d'avoir cette phrase.
mais nous sommes têtus. Il est clair, dans le contexte actuel, on ne peut pas avoir d'un côté dire priorité sécurité de l'Europe développement et d'autre part dire taxonomie, on ne peut pas investir dans la défense. Et surtout que, et là encore, si vous permettez une remarque tout à fait personnelle, je crois que certains écrits qu'on a vus passer de certains groupes étaient totalement indécents. On a vu des écrits dans lesquels on comparait la défense et la prostitution. On mettait dans le même paquet la défense et la prostitution. Totalement indécent. Alors qu'en même temps, on nous dit qu'il faut assurer la sécurité des citoyens européens. Oui, il faut des armes. Hein. Des armes vertes. Alors, est-ce qu'il y avait... Oui, il avait la question de cet étudiant qui était un peu monsieur... Plus qui voyait déjà le progrès que vous aviez initié. Et je dois dire que c'est quand même comme ça qu'il faut sans doute amorcer la conclusion de cette conférence. C'est effectivement à partir de 2016 la construction de la direction, la construction du FEDEF, et aujourd'hui tout ce qui est sur la table et qui apparaît être des résultats peut-être inespérés par rapport aux difficultés qu'on entrevoyait les saluer. Et alors, la question, c'était celle des renforcements dans les années à venir, logiquement, c'est ça, comment mobiliser plus d'argent, c'était ça votre question? Les ressources propres. Bah, je vous en prie. Soyez optimiste. Il vous y incite. Je fais partie d'un petit groupe avec Guillaume Delaroche qui est absolument optimiste. On a lancé le truc. Je pense que la prochaine étape, ça sera déjà le rapport que nous devons rendre au Conseil européen au mois de mai, dans lequel nous plaidons pour être optimistes et pour être ambitieux. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire avec le Fonds européen de défense? Je ne sais pas, c'est prématuré, mais encore une fois, c'est ma position strictement personnelle, ce n'est pas la position de la Commission qui n'est pas définie, mais je pense qu'il faut demander d'augmenter le fonds. Non, on avait proposé 13 en période de paix. Nous sommes à 8 en période de guerre. Problème. Belle forme. Ouais, donc, alors, il faut en tirer les conséquences. Et il faut en tirer les conséquences demain, pas dans 5 ans. Dans 5 ans, il sera trop tard. Surtout qu'en matière de recherche et de développement, pour avoir les armes, il faut encore attendre 5 ans. Donc, ça mène à rien. Donc, pour avoir des ressources propres ensuite supplémentaires, je pense qu'effectivement, il faut arriver avec un bon projet. Je pense que là, une des caractéristiques de l'Union européenne, la Commission, mais pas seulement la Commission, une caractéristique de l'Union européenne, c'est que c'est très compliqué, mais que si vous arrivez avec une bonne idée au bon moment, ça passe. Mais ça passe très vite. Parce que c'est tellement compliqué que les gens disent oui, bon, ça y est, on y va. Donc, ça fonctionne. Je peux vous assurer que c'est comme ça qu'on a gagné. Donc, il faut y aller. Mais là, effectivement, on a besoin de votre soutien, en quelque sorte. Il faut que ce soit relayé par la société civile, que ce soit relayé par tout le monde. Mais je pense que nous sommes sur les rails. Et je pense qu'il ne faut pas attendre le prochain multi-annual framework pour augmenter. Il faut augmenter maintenant. Alors, après, on a toujours les mêmes commentaires juridiques, économiques. Oui, mais on ne va pas réouvrir le MFF, c'est compliqué, etc. Oui, mais, je pense que, allons au Conseil européen. Et quand on a une décision politique du chef d'État et du gouvernement, ensuite, les eurocrates doivent faire leur travail. En tout cas, un grand merci pour cette conférence d'abord, surtout pour le travail accompli depuis 2016 dans la préfiguration de ces éléments qui ont quand même été des éléments structurants de la défense européenne, des éléments de relance que l'on n'attendait pas à ce moment-là. Et puis, évidemment, en étant très conscient des responsabilités qui vous incombent à la direction de Timo Pessonen, et plus globalement à l'ensemble des commissaires, à M. Breton et à nos responsables politiques pour aller dans le sens des préconisations que
fera la Commission, notamment au rapport qu'elle doit rendre au mois de mai prochain. Je voudrais vous prier de remercier beaucoup à tous ces titres de conférenciers et d'acteurs de la défense européenne. Monsieur Alexis. Alors c'est toujours un peu triste parce que c'est la fin du cycle, mais on a ménagé un suspense puisque le cycle des conférences consécutives s'arrête aujourd'hui. On engagera donc le 10e cycle de la chaire l'année prochaine avec un thème qui n'est pas encore choisi, mais dans le cadre d'un colloque Sorbonne-War Studies, la chaire organise le jeudi 8 juin matin 2 tables rondes. Le colloque est consacré aux problématiques de souveraineté et la première table ronde sera consacrée au cyber comme dimension contestée de la souveraineté et la seconde table ronde à l'espace comme dimension contestée, ou nouvelle dimension contestée de la souveraineté ou nouvelle appropriation, hein, parce que c'était plutôt un domaine qui n'était pas celui de la souveraineté. Et nous accueillerons comme participants des universitaires, des doctorants. C'est le but aussi du colloque de faire de la place à des chercheurs, doctorants, postdoctorants de Paris 1. Mais le commandant cyber et le commandant espace à chacun à l'une des tables rondes. Donc je vous donne un rendez-vous avant l'année prochaine pour ceux qui le veulent, le jeudi 8 juin prochain. Et je remercie encore Monsieur Alexis.